Cette nouvelle vidéo est consacrée à l'assassinat de Patrice Lumumba, l'icône congolais de la lutte anticoloniale le 17 janvier 1961. En 1960, la Belgique n'a plus la puissance nécessaire pour s'opposer à la résistance grandissante au Congo. Elle doit se résoudre à accepter l'indépendance de ce pays qu'elle tient sous sa coupe depuis 1885 et assister à la cérémonie qui la consacre le 30 juin 1960. Celle-ci doit avoir lieu au Parlement de Léopoldville en présence du roi des Belges Baudouin Ier et des membres de son gouvernement. Seront également présents le président du Congo, Joseph Kasavubu, le premier ministre du gouvernement de coalition, Patrice Lumumba, et l'ensemble des politiciens congolais issus de la première élection libre du Congo. Avant de se rendre à cette cérémonie, Patrice Lumumba montre son discours à Thomas Kanza, qu'il vient de nommer ambassadeur du Congo aux États-Unis. Ce dernier, enfin diplomate, lui explique qu'il s'agit là d'un excellent discours, mais que la cérémonie du Parlement n'est ni le moment ni l'endroit de tenir un propos aussi engagé. Dès son arrivée au Parlement, Thomas Kanza s'adresse au premier ministre belge Gaston Eyskens et au ministre belge des Affaires étrangères Pierre Wigny. Il leur conseille de reporter, ne serait-ce que de quelques minutes, la séance de la proclamation de l'indépendance, le temps de négocier avec Patrice Lumumba, parce qu'il va parler. Les prévient-il, mais ils ne l'écoutent pas et ne comprennent pas l'urgence de la situation. D'ailleurs, aucun troisième discours n'est prévu. Voilà bien une inquiétude de diplomate. Baudouin Ier ouvre la cérémonie par un discours qui, comme prévu, magnifie le rôle de la Belgique et glorifie l'œuvre de son grand-oncle, le cynique et sanguinaire Léopold II, dont la statue trône devant le palais de la nation qui héberge le Parlement. Il prédit un avenir néocolonial prometteur et exhorte en substance les Congolais à se montrer désormais dignes de la confiance que Sa Majesté leur accorde, de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils, pour former avec vous les techniciens et les fonctionnaires dont vous aurez besoin. Thomas Kanza imagine la révolte et la colère de Patrice Lumumba à l'écoute de ce discours paternaliste, colonialiste et raciste. Affolé, il cherche le regard des deux ministres belges qui feignent de ne pas l'apercevoir et d'ignorer ses appréhensions. C'est alors que le président Kasavubu monte à son tour à la tribune pour répondre au roi. Le souverain est détendu. Le discours de Kasavubu a été préalablement soumis et approuvé par son gouvernement. Le président remercie le roi, célèbre les mérites et les réalisations du pouvoir colonial et en appelle même à Dieu afin qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Ce discours consensuel a tout pour plaire au monarque dont il flatte la politique et la fibre catholique. Mais il scandalise Patrice Lumumba et tous les compagnons qui ont conduit la résistance contre le pire colonisateur que l'Afrique ait jamais connu. Une occupation néo-esclavagiste que Joseph Conrad qualifiait dans son roman Au cœur des ténèbres de plus infâme ruée sur un butin ayant jamais défiguré l'histoire de la conscience humaine. Au comble de l'indignation, Patrice Lumumba modifie rapidement son discours et se présente devant le bureau présidentiel. Contre toute attente, au grand étonnement de Baudouin et de son ministre Eyskens, Joseph
Kassongo, président de la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale, lui donne la parole. ISKN cherche des yeux de son complice congolais, le président Kasavubu. Aucun d'eux n'a lu le texte de Patrice Lumumba. Et, mon Dieu, la presse internationale est là, au grand complet. Patrice Lumumba lance son discours. Congolaises et Congolais, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. D'emblée, Lumumba salue son peuple meurtri. Aux oubliettes, le roi, le corps diplomate, les colons, Baudouin Ier Blémy. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. La foule éclate en applaudissements, pas dans la salle du Parlement, évidemment tétanisée, mais à l'extérieur où les discours sont retransmis par des haut-parleurs. La population s'enflamme de joie. Le silence assourdissant qui règne dans la salle du Parlement, par contraste, renforce les ovations du peuple. Et voici que Patrice Lumumba s'engage dans une description du système colonial. Le roi pâlit de plus en plus. C'est une lutte qui fut de larmes, de feu, de sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les souffrances atroces. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non c'est comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu nos terres spoliées au nom de tests prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un noir voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation.
L'enthousiasme de la foule n'a d'égal que la pétrification du Parlement et des représentants officiels. Patrice Lumumba reste pourtant très en deçà de la réalité de l'oppression coloniale. L'horreur de la colonisation belge a consisté à exploiter jusqu'à l'anéantir une main-d'œuvre gratuite, comme au temps de la traite. Dans le Congo du grand-oncle de Baudouin, on brûlait un village ou une région qui n'avait pas fait son quota de caoutchouc. On coupait les mains ou les pieds des enfants qui rechignaient un tant soit peu au travail. On pendait, on décapitait, on brûlait, on enflammait, on fumait, on affamait. On faisait sauter les puits, les maigres réserves de nourriture, au point de manquer de main-d'œuvre. Depuis 1919, la population du territoire avait été réduite de moitié. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité, à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Alors même que Lumumba prononce ce discours, le pays manque cruellement de cadres congolais. Contrairement aux prétentions de Baudouin, proposant aux Congolais libres de former avec vous les techniciens et les fonctionnaires dont vous aurez besoin. La politique coloniale n'a toujours réservé aux Noirs qu'une éducation rudimentaire. En 1960, après plus de 50 ans de colonisation belge, seuls quelques dizaines d'Africains ont pu faire des études supérieures. Ni médecins, ni ingénieurs, ni officiers. Dans la fonction publique, sur 50 000 postes, 3 seulement sont occupés par des Africains. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Quand on connaît l'horreur de la colonisation, quand on connaît la misère dans laquelle se trouve le pays exsangue au sortir de ces atrocités, on comprend que chaque phrase de Lumumba est déclenchée un tonnerre d'applaudissements à l'extérieur du Parlement. La relève économique tenait de l'impossible. En prévision de l'indépendance, les sociétés d'État s'étaient aussitôt retirées du Congo, obtenant des dédits fabuleux de la part de l'État. Toutes les compagnies optaient pour le droit belge, éludant ainsi l'obligation de régler leurs impôts chez nous, expliqua quelques mois plus tard Lumumba en fuite le 1er décembre 1960, un mois et 17 jours avant sa mort, à un chef de chantier du Kasaï oriental qui l'accueille quelques heures. La réserve d'or de la Banque du Congo fut expédiée en Belgique. Colons et commerçants transfèrent en Europe une grosse partie des fortunes acquises par la spoliation des indigènes. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination quelle qu'elle soit et donner à chacun la juste place que lui voudront, sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner
non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. Applaudissements. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et qu'elle ne cherchera pas à nous imposer une politique, quelle qu'elle soit. Applaudissements. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau, notre chère République que mon gouvernement va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la majorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à vous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain. Notre gouvernement fort, national, populaire sera le salut de ce pays. Voilà, sœurs, Excellences, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de race, mes frères de lutte, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ce jour magnifique de notre indépendance complète et souveraine. Applaudissements. J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Un gigantesque ovation accompagne les derniers mots du Premier ministre. On dit que ce discours de Patrice Lumumba, l'un des plus célèbres de toute l'histoire de l'Afrique, aurait signé son arrêt de mort, qui lui aurait attiré la haine du roi Baudouin et de ses ministres qui ne lui pardonnaient pas de se voir rappeler les crimes qu'ils avaient couverts. Cette allocution fut une gifle en pleine figure et, dit-on, le premier ministre I.S. Keynes eut le plus grand mal à empêcher le roi de rentrer immédiatement à Bruxelles. Mais réduit une crise politique majeure à un règlement de compte entre personnes serait singulièrement simpliste. Ce n'est pas pour ménager son amour propre depuis longtemps perdu que le gouvernement belge aidé des Américains fera assassiner Lumumba. C'est parce que le Premier ministre était en opposition avec les intérêts économiques de ces deux pays et qu'il était incontrôlable, impossible de le manipuler. En réalité, ces puissances entendaient ne renoncer qu'en apparence aux colonies et les garder en sous-main comme protectorat. C'est l'enjeu de son discours qui était explosif. L'engagement aussi. Pour Lumumba, l'indépendance politique ne suffisait pas à libérer l'Afrique de son passé colonial. Il fallait aussi que le continent cesse d'être une colonie économique de l'Europe. Ces discours alarmaient aussitôt les capitales occidentales des entreprises belges
britanniques, américaines avaient d'importants investissements au Congo, pays riche en cuivre, cobalt, or, étain, manganèse, zinc et diamants. Les gouvernements occidentaux craignaient que son message ne fût contagieux. De surcroît, ce n'était pas un homme que l'on aurait pu acheter. Les jours de Lumumba, honnis par le capital américain et européen, sont comptés. Dès le mois de juillet 1960, il décrète des mesures d'africanisation du gouvernement congolais. Les Belges entreprennent aussitôt un sabotage en règle et la désinformation de l'opinion publique. N'étant pas suffisamment puissante pour s'imposer par la force, la Belgique décida d'employer la duperie. L'adage diviser pour régner étant toujours de mise, elle s'efforça de multiplier en sous-main la naissance de partis à caractère ethnique ou régional, facilement contrôlables et réveillant de vieilles rancœurs remontant à la nuit des temps. Sous le prétexte mensonger de protéger leurs intervenants menacés, les Belges firent intervenir leurs troupes métropolitaines. Le calme régnait à Thaïsville quand parvint au camp les nouvelles du bombardement absurde du camp de Matadi par un bateau belge, causant la mort de 113 soldats congolais. À l'annonce de cette nouvelle, ajoutée à celle du camp aérien de Delcommune à Elisabethville, l'émeute devint générale et les mutins se répandit dans toute la région, disait Lumumba le 1er décembre 1960. Démonstration est faite que les Noirs sont incapables de gouverner. Les casques bleus arrivent. Lumumba est cette fois pieds et poings liés, soumis à l'ordre américain. En septembre 1960, Joseph Kasavubu, président sans caractère, révoque Lumumba ainsi que les ministres nationalistes. Mais Lumumba reste en fonction et, à sa demande, c'est le président Kasavubu qui est révoqué par le Parlement. Les Américains imaginent alors d'empoisonner cet homme dont on ne peut se débarrasser. Un certain docteur Sidney Gottlieb doit s'occuper de la partie pharmacologique de l'opération, mais il est impossible d'approcher la future victime. Bruxelles dépêche un tueur à gages sans plus de résultats. C'est alors que Belges et Américains soudoient un homme de main, Joseph Désiré Mobutu, qui recrute des exécuteurs. Aidés par les fonds américains, ils montent une coalition où se retrouvent Kasavubu et Tshesombe, président pro-occidental du Katanga, dont il a impulsé la sécession en juillet. Le 1er décembre 1960, Lumumba, assigné à résidence, s'échappe de la capitale et tente de rejoindre Stanleyville, espérant de reprendre les rênes du pays. Il est arrêté le lendemain et transféré en même temps que Maurice Mpolo, concurrent de Mobutu, et Joseph Okito, candidat au remplacement de Kasavubu, au camp militaire de Thaïsville, sur ordre de Mobutu. Le 17 janvier 1961, les 3 hommes sont conduits par avion à Elisabethville, au Katanga, et livrés aux autorités locales. Le transfert est organisé par les autorités belges. Ils sont conduits dans une petite maison sous escorte militaire
sauvagement battus par les responsables katangais et belges, puis assassinés dans la brousse par des soldats sous commandement d'un officier belge. Le lendemain, 2 agents secrets belges sont chargés de découper les corps puis de les faire disparaître en les plongeant dans de l'acide. Nous comprenons pourquoi c'est une dent de Lumumba que la Belgique rend au Congo en juin 2022. La Belgique a officiellement remis la dent de Patrice Lumumba à la RDC. Le leader congolais avait été exécuté en 1961 avec l'appui de mercenaires belges avant que son corps ne soit dissous dans de l'acide. Lors de la cérémonie officielle, le Premier ministre belge a pointé du doigt les autorités de l'époque qui ont choisi de ne pas voir et de ne pas agir. Il n'est pas normal que les dépouilles de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise aient été conservées pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Patrice Lumumba est devenu une icône le 30 juin 1960 en prononçant un discours contre le racisme des colons en réponse au roi des Belges Baudouin. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. La relique de la dépouille de Patrice Lumumba partira mardi soir pour Kinshasa, où elle sera placée dans un mémorial dédié. Le cercueil fera ensuite étape dans les lieux emblématiques de son parcours. La dent sera inhumée le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance congolaise. De même que Donna Béatrice, Jeanne d'Arc du Congo, dont les cendres sont 3 fois brûlées et dispersées, de même que Ruben Nyobe, héros de l'indépendance camerounaise, traîné dans la boue sur des kilomètres afin que son visage soit méconnaissable, comme si l'acide, la boue ou les cendres pouvaient effacer le souvenir des hommes libres. La République démocratique du Congo sera dirigée par le dictateur Mobutu, soutenu par la Belgique, les États-Unis et la France, jusqu'en 1997. À cette date, et en raison des massacres de la guerre du Rwanda, il est forcé de céder la place à Laurent Désiré Kabila. Ce pays de 2 345 000 km², 4 fois la superficie de la France, le plus riche de toute l'Afrique, qualifié d'anomalie géologique, tant ses réserves sont immenses: or, diamants, cuivre, uranium, cobalt, sans lequel nous ne pourrions pas utiliser nos téléphones portables, forêts, vit dans la plus grande misère, dévalisée par ses dirigeants et les puissances étrangères. La situation de la République démocratique du Congo est aujourd'hui catastrophique. Le pillage traditionnel des métaux rares et précieux dont le Congo abonde, loin de cesser, a été amplifié par la guerre comme source de revenus pour tous les belligérants. Le secteur minier, qui repose pourtant sur des ressources minérales immenses et variées, n'a pas encore, du fait de la mauvaise gouvernance, contribué un tant soit peu à trouver les réponses aux cris des populations congolaises vouées à vivre dans des conditions infra-humaines.